La porte d'entrée a été arrachée de ses gonds à 3h du matin précisément. Je connais l'heure exacte parce que j'ai une horloge numérique sur ma table de chevet qui brille en rouge dans l'obscurité. Et quand le fracas a retenti, la première chose que mes yeux ont trouvée, ce sont ces chiffres, 3h. Puis les cris ont commencé. Police. Mandat de perquisition, tout le monde au sol. J'étais au lit en caleçon, un t-shirt militaire gris, les pieds nus. Mon cerveau avait encore 3 secondes de retard sur mon corps, essayant de rattraper le coup, d'analyser pourquoi des faisceaux de lampes torches coupaient ma chambre comme des projecteurs, et pourquoi quelqu'un me saisissait le bras pour me tirer du matelas vers le parquet de la maison où je vivais depuis 5 ans, rue Berriozovaya, dans la banlieue d'Yekaterinbourg. Les mains derrière le dos, tout de suite. Je coopère. Je ne résiste pas. Ma voix est sortie plate, contrôlée. 22 ans au sein du comité d'enquête m'avaient appris cela, la capacité de rester calme quand tout explose autour de soi. La panique est un luxe. Je n'ai jamais appris les moyens de me l'offrir. Les menottes se sont refermées, l'acier froid contre mes poignets, un genou dans mon dos, mon visage pressé contre le sol. Je pouvais sentir l'odeur du vernis qu'Agatha utilisait chaque dimanche, citron et cire d'abeille. Et je me souviens avoir pensé quel détail absurde c'était à remarquer alors que 2 agents me plaquaient au sol dans ma propre chambre. Au bout du couloir, Tésia a hurlé. Ma fille, 6 ans, le genre de cri qui transforme votre sang en eau glacée. Le cri d'un enfant arraché au sommeil par le bruit de la porte de son père que l'on enfonce. Il y a un enfant dans la maison. Ai-je crié. Elle a 6 ans. Elle est dans la chambre au bout du couloir. Ne pointez pas d'arme près de cette pièce. Vous m'entendez, monsieur, taisez-vous. Je me tairai quand vous m'aurez confirmé que ma fille est en sécurité. Un officier est apparu dans l'encadrement de la porte. L'enfant est en sécurité. Une femme officier est avec elle. L'adolescent dans la chambre adjacente est également sous contrôle. Sviatoslav, mon beau-fils, 17 ans, en terminale. Le gamin qui avait perdu son père biologique à 5 ans et qui avait passé les 10 dernières années à apprendre, lentement et prudemment, à me faire confiance. Et maintenant, il regardait des hommes armés me traîner hors de ma maison au milieu de la nuit. Ils m'ont mis debout, m'ont conduit à travers le couloir, devant la porte de Tésia qui était ouverte. Je pouvais la voir assise dans son lit, son éléphant en peluche pressé contre sa poitrine, ses yeux grands, humides et fixés sur moi. Une femme officier était agenouillée à côté d'elle, lui parlant doucement. « Papa. C'est bon, ma puce. Tout va bien. Rendors-toi. Pourquoi la police est là? C'est une erreur. Ça va s'arranger. Je t'aime. » Ils m'ont entraîné plus loin avant que je ne puisse entendre sa réponse. À travers le salon, devant la cuisine où Sviatoslav se tenait dans l'encadrement de la porte en jogging et t-shirt du groupe, Kino. Son visage était un mélange de confusion et de fureur à peine contenue. « Rodion, qu'est-ce qui se passe, bordel? Reste avec ta sœur, Sviatoslav. Appelle le juge Voronine. Son numéro est sur le frigo. Dis-lui ce qui se passe. Va, Sviatoslav. Occupe-toi de Tésia. » Il a hoché la tête. 17 ans et assez solide pour tenir le coup quand tout s'effondre. Je lui ai appris ça, non pas avec des mots, mais par des années de présence. Des années à être l'homme qui restait quand son vrai père ne le pouvait pas. Ce gamin était plus fort qu'il ne le pensait. La porte d'entrée ne tenait plus que par une charnière, le cadre éclatait là où le bélier l'avait frappé. L'air d'octobre s'est engouffré, vif et glacial comme on n'en trouve que dans l'Oural. J'ai posé le pied sur le perron, nu. Le béton était gelé. Toute la rue était éclairée des voitures de patrouille avec leurs gyrophares, le rouge et le bleu rebondissant sur les maisons, les arbres et les visages de mes voisins qui étaient sortis en robe de chambre et pantoufles pour regarder l'arrestation de Rodion Gromov. Stepan Trofimovitch se tenait sur son perron d'à côté, 63 ans, retraité de la poste. Il était en peignoir, tenant une tasse de café qu'il avait apparemment eu le temps de préparer, ce qui signifiait soit qu'il était déjà réveillé, soit qu'il faisait passer son café avant sa curiosité. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il n'a rien dit, a juste fait un léger signe de tête comme s'il disait « Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qui tu es. » Et puis j'ai vu Agatha. Ma femme se tenait au bout de l'allée près de la boîte aux lettres, portant le peignoir en soie que je lui avais acheté pour son anniversaire en mars dernier. Ses cheveux étaient détachés, elle était en chaussons, et elle tenait son téléphone, filmant. Elle ne pleurait pas, n'était pas confuse, ne courait pas vers moi pour demander ce qui se passait. Elle le filmait. Elle tenait le téléphone bien droit, des 2 mains la posture de quelqu'un qui avait répété cela. Elle me filmait en train d'être emmenée de ma propre maison menottée, en sous-vêtements, à 3h du matin, avec ma fille hurlant à l'intérieur et mes voisins regardant depuis leur perron. Nos yeux se sont croisés, et dans cette demi-seconde, j'ai vu quelque chose que j'avais été formé à reconnaître au cours de 22 ans d'enquête sur les menteurs, les tricheurs et les criminels. J'ai vu l'absence de surprise. Agatha Gromova n'était pas surprise que la police soit chez nous à 3h du matin. Elle n'était pas surprise que je sois menotté. Elle n'était pas surprise parce qu'elle le savait déjà. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai pas demandé pourquoi elle filmait. Je n'ai pas accusé,
Je n'ai pas supplié. J'ai classé cela comme j'avais classé 10 000 observations au cours de 2 décennies d'enquête criminelle. J'ai noté ses mains fermes, ses yeux secs, sa position au bout de l'allée où l'angle était parfait pour capturer toute la scène, et je l'ai mis dans le dossier mental que j'étais déjà en train de constituer. L'officier m'a guidé à l'arrière d'une voiture de patrouille. La portière s'est fermée. À travers la vitre, j'ai regardé Agatha baisser son téléphone, se retourner et marcher vers la maison. Elle n'a pas regardé la voiture, ne m'a pas regardé. Elle marchait d'un pas mesuré, celui d'une femme qui a terminé une tâche et passe à l'article suivant de sa liste. 3 chances, c'est quand ils ont franchi la porte. À 3h24, j'étais à l'arrière d'une voiture de patrouille, 13 minutes pour démanteler la vie d'un homme. Mais ils avaient mal calculé. Ils avaient très mal calculé. Le trajet jusqu'à la direction régionale du ministère de l'Intérieur a duré 14 minutes. Je les ai passés en silence, regardant les rues sombres d'Yekaterinbourg défiler, faisant défiler des scénarios dans ma tête. Quelqu'un avait porté plainte contre moi. Quelqu'un avait fourni des preuves. Le mandat était assez spécifique pour un raid avant l'aube, ce qui signifiait qu'un juge avait signé, ce qui signifiait que le dossier de preuve était convaincant. Ce n'était pas une plainte pour tapage ou un appel pour violence domestique. C'était planifié, coordonné, professionnel et ma femme se tenait dans l'allée avec son téléphone prêt. Le poste était éclairé au néon, brillant et calme. Ils m'ont conduit dans une zone de traitement, ont retiré les menottes le temps de prendre mes empreintes et une photo, puis m'ont menotté à nouveau et m'ont mis dans une salle d'interrogatoire. Mur beige, table en métal, 2 chaises, une caméra montée dans le coin avec un voyant rouge indiquant qu'elle enregistrait. J'avais été dans des pièces exactement comme celle-ci 1 millier de fois, mais toujours de l'autre côté de la table. Un jeune lieutenant m'a apporté un gobelet d'eau. Il l'a posé sans me regarder. « Quels sont les chefs d'accusation » ai-je demandé. Il a jeté un œil à sa tablette. Fraude, blanchiment d'argent, complot en vue de commettre une fraude financière. Article 159, partie 4 du Code pénal. Je souhaite parler à mon avocat. Quelqu'un sera là sous peu. Il est parti. La porte s'est verrouillée derrière lui. Je me suis assis sur la chaise en plastique, j'ai bu l'eau et j'ai attendu. L'horloge murale indiquait 3h47. À travers la petite vitre de la porte, je pouvais voir des agents s'agiter dans le bureau central, parlant à voix basse. L'un d'eux était au téléphone, hochant rapidement la tête, son visage passant par des expressions que je reconnaissais pour les avoir vues souvent, la confusion, puis la surprise, puis ce plissement particulier des yeux qui signifie que quelqu'un vient de réaliser qu'il est en eau plus profonde qu'il ne le pensait. Quelque chose se passait. Quelque chose avait changé. À 4h12, la porte s'est ouverte. L'homme qui est entré n'était pas celui que j'attendais. C'était un enquêteur, la cinquantaine, costaud, avec le visage d'un homme qui a passé des décennies à traiter avec le pire mais qui a gardé un fond de décence. Son badge disait « Major Volkov ». Il portait un dossier. Il s'est assis en face de moi, l'a ouvert et a commencé à lire. J'ai observé son visage. J'avais passé 22 ans à lire les visages, et celui du Major Volkov racontait une histoire très intéressante. Première ligne du dossier, ses sourcils se sont légèrement levés. Deuxième ligne, la lecture s'est arrêtée. Ses yeux se sont figés. Puis ils sont revenus au début de la ligne et l'ont relu. Il m'a regardé, a regardé à nouveau le dossier, m'a regardé encore. Puis il a fait quelque chose que j'avais vu 1000 fois dans ma carrière, mais jamais de l'autre côté de la table. Il s'est levé, a redressé le dos, et toute son attitude a changé comme celle d'un soldat qui réalise qu'il s'est adressé à un officier supérieur sur le mauvais ton. « Enlevez les menottes » a-t-il dit à l'agent près de la porte. « Chef ?» »« Enlevez les menottes, immédiatement. » L'agent a hésité exactement une seconde, puis s'est avancé et a déverrouillé mes poignets. Je me suis frotté les bras. Le major Volkov s'est rassis, a fermé le dossier et m'a posé une question qui a fait faire un pas en arrière physique à l'agent de service. « Monsieur Gromov, vous avez passé 22 ans en tant que lieutenant-colonel au comité d'enquête, travaillant sur la corruption dans le secteur de la défense. Vous aviez une habilitation secret défense. Vous avez reçu 2 médailles pour « service irréprochable pour avoir démantelé des réseaux de fraude impliquant de hauts fonctionnaires. » Il a fait une pause. « Alors je dois vous demander une chose, et j'ai besoin que vous soyez franc. Est-ce que quelqu'un vient d'essayer de vous piéger ?» La pièce est devenue très silencieuse. 30 minutes plus tôt, j'étais un suspect de fraude menotté. Maintenant, j'étais un ancien officier supérieur des forces de l'ordre avec 2 décennies d'expérience. Oui, Major. Quelqu'un l'a fait. Savez-vous qui? J'ai de forts soupçons. Voudriez-vous les partager? Je les regardais, je les jaugeais. Volkov était honnête et visiblement très mal à l'aise à l'idée que son service venait de perquisitionner un homme qui avait passé sa carrière de leur côté de la loi. Le dossier de preuve qui a généré ce mandat, ai-je dit, qui l'a soumis? Volkov a rouvert le dossier. Un appel anonyme il y a 4 jours. Des allégations détaillées de blanchiment d'argent via votre cabinet d'audit judiciaire. L'informateur affirmait aussi que le suspect détruisait activement des preuves et s'apprêtait à fuir le pays. Des documents de soutien ont été envoyés par courrier relevé bancaire, facture client. Envoyés par courrier, pas par email.
Des documents physiques? Exact. Parce que les documents physiques sont plus difficiles à tracer numériquement. Celui qui a fait ça en sait assez sur les méthodes d'enquête pour éviter les traces électroniques. Et les affirmations sur la destruction de preuves et le risque de fuite ont été conçues spécifiquement pour justifier un raid nocturne. Une arrestation publique dramatique, le genre qui dévasterait la réputation et la position de garde d'enfant de quelqu'un si, par exemple, son conjoint se trouvait justement là pour filmer. Les yeux de Volkov se sont rétrécis. Il me suivait. Puis-je voir le dossier de preuves? Volkov a hésité. C'était irrégulier, mais il a poussé le dossier de l'autre côté de la table. Je l'ai ouvert. 26 pages de documents financiers, de relevés bancaires, de factures clients tous prétendument issus de mon entreprise. J'ai commencé à lire comme j'avais lu 10 000 dossiers auparavant, pas pour le contenu, mais pour la construction. Cela m'a pris 8 minutes. Ce sont des faux, ai-je dit. Comment pouvez-vous le dire? 3 raisons. Première, la mise en forme. Ce relevé est censé provenir de la Sberbank, où j'ai mon compte professionnel, mais la police de titre est de l'Arial. La Sberbank utilise une police propriétaire sur ses documents officiels. C'est un petit détail que la plupart des gens ne remarqueraient pas. Je l'ai remarqué parce que j'ai analysé plus de 300 documents bancaires falsifiés dans ma carrière. J'ai sorti une autre page. Deuxième, les dates. Ce registre de transactions montre un virement le 7 mars 2024, c'était un samedi. Les virements interbancaires ne sont pas traités le week-end. Celui qui a créé ce document n'a pas vérifié le calendrier. J'ai sorti un troisième document. Troisième raison, et c'est celle qui me dit exactement qui a fait ça, cette facture client a mon en-tête, mon logo, mon adresse, mon numéro d'identification fiscale. Mais le numéro est faux. Il y a une erreur d'un seul chiffre. Le dernier numéro devrait être un 4, pas un 6. Quelqu'un avait un accès intime à mes documents de travail, mais a fait une erreur en recopiant. J'ai posé les documents. Major, la personne qui a créé ces faux avait accès à mes fichiers et à mes informations personnelles. Elle en savait assez pour construire un dossier convaincant, mais pas assez pour éviter les erreurs qu'un enquêteur chevronné attraperait en moins de 10 minutes. Et vous savez qui est cette personne? Ma femme. Volkov s'est adossé à sa chaise. C'est une accusation grave. Elle l'est, et je peux le prouver. Mais d'abord, vérifiez les achats de téléphones prépayés ou de cartes SIM anonymes en ville ces 2 dernières semaines. Faites un recoupement avec les déplacements du véhicule de ma femme, une Audi Q7 blanche, immatriculée S447LA. Je vous garantis que vous la trouverez sur les caméras. Deuxièmement, les documents ont été imprimés quelque part. Ma femme n'a pas d'imprimante à la maison, elle utilise celle de son bureau, au cabinet d'expertise Hermès. Cette imprimante aura un journal numérique. Volkov a arrêté d'écrire et m'a regardé. Monsieur Gromov, je fais ce métier depuis 28 ans. Je n'ai jamais vu un suspect démanteler son propre dossier d'accusation depuis l'autre côté de la table. Je ne suis pas un suspect, Major. Je suis une cible. Il y a une différence. Pourquoi votre femme vous piégerait-elle pour fraude? Parce qu'elle commet elle-même des fraudes et qu'elle avait besoin de me neutraliser avant que je ne m'en rende compte. Laissez-moi vous parler d'Agatha. Je n'ai pas épousé un monstre. J'ai épousé une femme qui en est devenue un lentement, comme la rouille se forme sur une bonne pièce d'acier. Je l'ai rencontrée en 2014. J'avais 36 ans, j'étais lieutenant-colonel. Agatha était veuve avec un fils de 5 ans, Sviatoslav. Elle reconstruisait sa vie, travaillant comme experte immobilière. Quand je l'ai rencontrée, elle semblait être la personne la plus forte de la pièce. Nous nous sommes mariés en 2016. J'ai quitté le service et je me suis installé comme expert comptable judiciaire privé. Thesia est arrivée en 2018, et pendant un temps, la vie était belle. Le changement a commencé en 2022. Agatha a eu une promotion. Plus de responsabilités, des soirées tardives. Je n'ai pas posé de questions, mais les détails ont commencé à s'accumuler, un dépôt de 400 000 roubles qui ne correspondait à aucune facture de son cabinet, un deuxième téléphone dans son sac, des soirées tardives qui coïncidaient avec des clôtures de ventes immobilières spécifiques. J'ai tout remarqué, mais je lui ai donné le bénéfice du doute parce qu'elle était ma femme. C'était ma seule erreur, je lui faisais plus confiance qu'à moi-même. À 6h15 du matin, mon téléphone a sonné. Le juge Voronine. Rodion, je viens de recevoir un appel alarmant d'un gamin de 17 ans. Tu es en garde à vue? Je l'étais. Je suis au poste, mais je ne suis pas en état d'arrestation. Les charges sont fabriquées. Je travaille avec l'enquêteur pour démêler tout ça. Il n'y a que toi, Rodion. Il n'y a que toi pour te faire arrêter à 3h du matin et être consultant pour la police à 5h. J'arrive. Le juge est arrivé à 6h40 avec du café. Lui et le major Volkov ont discuté, et je leur ai expliqué le schéma de fraude. Je pense qu'Agatha a été impliquée dans un système de fraude à l'évaluation immobilière, gonflant la valeur des propriétés au profit d'un tiers, un avocat nommé Gleb Orlov. À quel point? De 20 à 40% sur des propriétés valant jusqu'à 100 millions de roubles. C'est une marge énorme par transaction. À DIC 0, l'affaire s'était inversée.
L'équipe de Volkov a récupéré les images de surveillance montrant Agatha achetant une carte SIM prépayée le 3 octobre. Les journaux d'impression de son bureau ont montré que les faux documents avaient été imprimés après les heures de bureau en utilisant sa carte d'accès. Et puis mon ancien contact du comité, Marine Stokes, a rappelé. Rodion, j'ai vérifié Gleb Orloff. Il est lié à un réseau de sociétés écrans. 3 d'entre elles ont reçu des virements de comptes associés au groupe d'expertise d'Agatha au cours des 18 derniers mois, 120 millions de roubles au total. Ma femme et son partenaire géraient une opération de fraude sous mon nez, et quand je me suis approché de trop près, ils ont essayé de m'enterrer. À 14h15, je suis rentré chez moi. Je suis entré. Agatha était dans la cuisine, faisant les 100 pas. Elle s'attendait à ce que je sois en prison, ce qui lui laissait le temps de demander le divorce et la garde d'urgence. Quand j'ai franchi la porte, elle s'est figée. « Tu es là » a-t-elle dit. « Comment peux-tu être là ? Ils t'ont arrêté. Ils l'ont fait. Les charges étaient inventées. Tu devrais appeler Gleb et lui dire de se trouver un bon avocat. Tu vas en avoir besoin aussi. » Elle s'est assise, ses jambes se dérobant sous elle. « Qu'est-ce qu'ils savent » a-t-elle chuchoté. « Tout. Les sociétés écrans, les 120 millions, les images du magasin, les journaux de l'imprimante. J'ai passé 22 ans à écouter des gens me mentir, Agatha. Je vois chacun de tes mensonges sur ton visage en ce moment même. » Elle a mis son visage dans ses mains. J'allais m'arrêter. Il y a toujours une prochaine fois, Agatha. C'est comme ça que la fraude fonctionne. Je suis allé dans la chambre de Tesia. Elle était avec Sviatoslav. Papa, tout va bien ? Je vais bien, ma chérie. Je vais réparer la porte. J'ai regardé Sviatoslav. Merci, Sviatoslav. Rodion, est-ce que je peux te parler plus tard, seul ? Ce soir-là, sur le perron, Sviatoslav m'a dit, si elle essaie de m'emmener, je veux rester avec toi. Tu es mon père. Tu l'es depuis longtemps. 22 ans de discipline militaire ne m'avaient pas préparé à cela. J'ai passé mon bras autour de ses épaules, et nous sommes restés assis là, dans le noir. Gleb Orloff a été arrêté 10 jours plus tard. Agatha a été arrêtée le lendemain. J'ai fait en sorte que les enfants ne soient pas là pour le voir. Elle est partie sans bruit. Prends soin d'eux, a-t-elle dit. Je le ferai. Des deux. Je l'ai toujours fait. Orloff a pris 7 ans de prison. Agatha a plaidé coupable et a pris 4 ans. Les charges contre moi ont été formellement abandonnées. Le major Volkov s'est excusé personnellement. Vous êtes la personne la plus impressionnante que j'ai jamais arrêtée. On m'a accordé la garde exclusive de Tesia, et Sviatoslav, maintenant âgé de 18 ans, a choisi de rester avec moi. Nous sommes en avril 2025 maintenant. La porte est réparée du chêne massif avec un pêne dormant que j'ai installé moi-même. Je rends visite à Agatha une fois par mois, apportant des photos et des nouvelles, pas pour elle, mais pour que Tesia sache que je n'ai jamais évincé sa mère. Agatha a fait ses propres choix. Je suis assis sur mon perron. J'entends Sviatoslav aider Tesia avec ses devoirs. Ma femme a essayé de me prendre ma liberté, ma maison et mon nom. Elle a échoué parce que la vérité est patiente. Elle a juste besoin de quelqu'un qui sait comment la trouver. Que feriez-vous si la personne en qui vous aviez le plus confiance appelait la police contre vous à 3 heures du matin? Paniqueriez-vous, ou resteriez-vous calme pour laisser la vérité faire son œuvre? Continuez d'avancer. Gardez espoir. Car la vérité compte plus que tout. On se voit dans la prochaine.